Destin, c'est le podcast des plus grandes histoires de vie. Dans l'épisode précédent, Amandine Renaud touche enfin son rêve du doigt. À travers plusieurs expériences auprès des singes au Congo, elle brave les dangers de la forêt sauvage pour remplir sa mission. Son diplôme de primatologue en poche, elle décide de monter Piwak, sa propre structure et son sanctuaire pour les grands singes. Dans cet épisode, Amandine Renaud nous raconte comment elle vit au fin fond de la forêt tropicale du Congo central depuis maintenant 20 ans. Épisode 2, Piwak, un sanctuaire pour les grands singes. Je crée Piwak en août 2013 et l'objectif de l'association, c'est de sensibiliser le public français à la cause des grands singes, à la déforestation aussi. Mais c'est avec aussi pour objectif d'ouvrir un refuge singe en Afrique. Et donc je vise la République démocratique du Congo, où j'ai travaillé avec les bonobos. Je vise ce pays parce qu'en fait je me voyais pas ouvrir un projet dans un pays que je connaissais pas. Même si le projet d'habituation me parlait pas, j'ai passé une année magique là-bas avec les Congolais, donc je me suis dit voilà, c'est là-bas que je veux faire mon projet. Mais avant de faire un projet, il faut trouver des fonds. Et du coup, je repars en 2015 avec des partenaires. Et là, je rencontre les bonnes autorités et l'aventure commence. J'arrive à Kinshasa, je rencontre les autorités en 2015, je leur expose le projet. Donc le projet, c'est ouvrir un refuge primate. Je vise 2 zones, notamment l'Équateur, c'est le nord du pays. À l'époque, il n'y a pas de route, il n'y a pas beaucoup d'avions. Si je veux me faire un projet là-bas, il faut que j'ai beaucoup d'argent. Parce que tout se fait par avion, des petits coucous qu'il faut louer. Enfin. Donc très vite, je me rends compte que c'est pas possible. Et quand j'arrive à Kinshasa, je suis logée en Airbnb par Jeanne et Jocelyn. Donc Jeanne est suisse et Jocelyn est congolais. Il écoute mon histoire, c'est un artiste qui vit en France d'ailleurs aujourd'hui. Et Jocelyn me dit ton projet il est bien là, mais va chez moi, va dans ma province. Je dis tu viens d'où? Je viens du Bas-Congo, donc c'est l'actuel Congo central. Dis-moi, j'ai grandi à côté d'une forêt, il y avait des éléphants, il y avait des gorilles, il y avait des chimpanzés. En grandissant, tout ça, c'est devenu rare. Va voir si tu peux faire quelque chose dans ma province. Peut-être que tu peux aider ma nature, en fait, ma biodiversité. Donc, il appelle un copain, il réserve un taxi. Je pars pour 12 heures de route. On est 5 dans la voiture. Musique religieuse à fond, en boucle, pendant tout ce temps. Et j'arrive, du coup, à Matadi, qui est le chef-lieu du Congo central. Donc je rencontre NMB, c'est du coup un autre artiste qui est l'ami de Jocelyn, qui me dit pas de problème, je t'ai trouvé un hôtel et tout, donc je m'installe. Et il me dit moi je fais partie d'un clan et on vend des terres, donc viens si tu veux, on va te vendre des forêts. J'ai jamais pensé à acheter des terres en fait. Moi je pensais qu'on allait nous mettre une terre à disposition. J'avais pas du tout cette idée d'acheter des terres aux populations locales, mais en fait tous les chefs coutumiers veulent vendre leurs terres. Un chef coutumier, c'est un chef traditionnel. Pas forcément le chef du village, mais en tout cas un chef de famille. Et c'est lui qui est le représentant de tous les membres de la famille. C'est lui qui va proposer, par exemple, une vente, mais avec l'accord de tous les membres de la famille. Et donc, on va visiter la forêt. Et je vois que c'est une jolie forêt, mais pas du tout une forêt protégée, en fait. C'est une forêt vide. C'est chouette, il y a des arbres, mais il n'y a pas de vie, en fait. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'écureuils, il n'y a rien. C'est vraiment le syndrome des forêts vides, en fait. Donc je me dis, bon, c'est chouette, elle est pas mal la forêt, mais c'est pas un lieu de vie idéal pour les animaux. Et donc je me mets à chercher un botaniste local qui va pouvoir identifier les espèces avec les noms scientifiques des arbres. Et moi, de ces arbres, je vais pouvoir voir si c'est des arbres alimentaires pour les singes. Et je trouve Papa Bambi, qui est un botaniste hors pair, qui vient en me disant « Je perds mon temps, en fait. Je vois pas pourquoi je viens visiter cette forêt. On sait qu'ici, il n'y a plus rien. »
Et donc on passe 3 jours à explorer les forêts, moi avec mon petit GPS, lui avec son cahier, et puis on est tous les deux, on se casse la figure, je sais pas combien de fois. Et puis en fait, il fait sa petite liste d'arbres présents sur le site, et en fait il nous dit, bah non, mais il y a des belles essences forestières quand même. Puis moi je regarde, et comme j'avais étudié ça pendant mon master, je dis, ah oui, mais ça c'est consommé par les singes, ça aussi. Donc en fait, de son travail à lui, moi je peux faire un état des lieux en fait, et me dire que, ah oui, si on met des singes ici, ils auront de quoi manger. Mais ça me suffit pas et du coup je me dis il faut que j'interroge les gens qui vivent ici parce que forcément le vendeur il va me dire que sa forêt elle est géniale. Donc toujours avec NMB et un de ses oncles, on va dans les villages à moto et on rencontre des chasseurs et là on apporte des livres d'identification d'animaux et je donne ce livre aux chasseurs et je leur dis est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a dans vos forêts ? Et les chasseurs, c'est, en tout cas au Congo, c'est les mieux informés sur la faune. Donc en fait, ils me disent, bah ça, on en a. Ils tournent la page, ah bah ça, depuis 1970, ça n'existe plus. Ah bah ça, c'est un tel qui a chassé le dernier. Et on arrive sur la page des singes et donc ils disent, ah gorille, ça n'existe plus. Et ils montrent le chimpanzé, ils disent, ah mais ça, il y en a tellement. Mais comment ça, il y en a tellement Et puis voilà, je me dis peut-être qu'ils blaguent, ils ont dû parler entre eux. Et en fait, non, ils commencent à imiter le cri des chimpanzés. Ils disent, là, il y a un tel, là, il y a 5 individus, là, il y en a 10. Et donc, ils me confirment qu'il y a bien des animaux sauvages qui viennent dans ces forêts. Là, je me dis, bon, c'est quand même chouette parce que on va pouvoir protéger ces forêts, faire notre refuge, mais aussi potentiellement protéger les singes qui sont dans ces forêts. Tous les singes, tous les animaux, les oiseaux, les antilopes, les pangolins, les civettes qui vivent dans les forêts tropicales sont menacés de disparition parce que ces forêts sont grappillées, mangées tous les jours en fait. Nous, les humains, nous prenons de plus en plus de place sur Terre et forcément on a plus de besoins pour installer nos maisons, pour l'agriculture, pour manger. Et donc ça fait qu'on va voler les terres de ces animaux. Donc par exemple, dans notre zone d'implantation à Piwak, donc on est au sud-ouest de la RDC, on est dans la zone du Mayombe, les forêts du Mayombe, qui traversent le Congo, le Gabon. C'était, je vais dire, une réserve de biosphère magnifique en fait à l'époque. Mais les colons sont arrivés, donc déforestation massive. Et quand il y a eu l'indépendance en 1960, là, il y a tous les forestiers traditionnels qui se sont remis à couper, à exploiter les forêts. Et donc, il n'y a plus rien aujourd'hui. En tout cas, dans notre zone, il n'y a plus rien. La forêt que nous, on a achetée en 2015 et les petites parties qu'on continue d'acheter, c'est les seules forêts qui restent. C'est-à-dire que si je me mets face à la forêt, au centre, la forêt, c'est Piwak. Si je me tourne, il n'y a plus rien. En face de chez nous, on avait une forêt et chaque année, à la saison sèche, ça coupe. On est confronté à la déforestation. En saison des pluies, donc de octobre à mai, on est tranquille. De mai à octobre, ça coupe en permanence. Donc de 5h du matin jusqu'à 19h, on entend les tronçonneuses. Et ensuite, il y a les feux de forêt, parce que une fois que les arbres destinés aux meubles ont été coupés, les gens vont tout brûler. Quand je dis les gens, c'est des agriculteurs qui vont brûler pour faire de la monoculture. C'est des chasseurs aussi, parce que quand on brûle, on fait fuir les animaux. Et du coup, c'est une sorte de technique de chasse. En fait, il y a d'autres chasseurs qui vont attendre les animaux qui sont en fuite de l'autre côté. Et tout ça, en fait, ça fait que la forêt disparaît. Et la forêt, c'est la maison des animaux. Donc si on n'a plus ces forêts, tous sont menacés. En 2015, on signe avec le chef traditionnel et sa famille. En 2016, on signe un partenariat de 25 ans avec le ministère de l'Environnement et avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et de là, on est officiellement habilité à ouvrir le refuge. Donc en 2017, on pose les tentes et on commence. La première nuit,
Je me souviens que c'était assez magique parce que je me disais, j'ai jamais été propriétaire, du coup je me dis, c'est pas chez moi, mais indirectement oui, vu que c'est au projet, j'étais j'ai une forêt et je me dis, mais tu rêvais de ça quand t'étais gamine. Donc je suis un peu bouleversée parce que je vis dans une forêt et en même temps c'est une pression de dingue parce que je me dis, là ma grande, il va falloir y arriver parce qu'il y a des partenaires qui ont confiance en toi, qui t'ont donné tes premiers fonds. Donc on y va. Donc c'est une joie, mais c'est aussi beaucoup de pression. C'est un endroit où clairement il n'y a pas beaucoup d'étrangers. C'est pas comme la capitale où c'est vraiment un gros melting pot. On prend pas d'expatriés. Ça c'est un peu notre originalité. L'idée c'est vraiment de valoriser les populations locales. Alors oui, de temps en temps, on a une vétérinaire ou un vétérinaire international qui va venir, mais principalement, c'est un docteur congolais qui travaille avec nous et c'est vraiment que les gens des villages. C'est les premiers bénéficiaires, donc ça me paraît logique. Et puis c'est en lien avec mon éthique aussi de dire que les populations locales doivent protéger et bénéficier de leur biodiversité. J'ai toujours été bien accueillie, vraiment, par les autorités ou même par les populations locales parce qu'il y avait cette idée de création d'emplois. On en crée, mais on ne peut pas embaucher tout le monde non plus. Et donc, on a des alternatives où on essaie d'impliquer les communautés villageoises voisines. Mon idée première, c'était de faire un projet 100% femmes. Le logo de Piwak, c'est une femme qui tient dans ses bras un chimpanzé parce que justement, où j'étais avant, il n'y avait jamais de femmes. Et quand je demandais pourquoi les femmes pouvaient pas travailler, alors soit mes chefs me disaient toi là tais-toi, soit les Congolais me disaient non, les femmes c'est trop un problème, on peut pas travailler avec elles. Et donc quand j'ai monté Piwak, je me suis dit ce sera un projet 100% féminin. Là encore j'ai été bien naïve parce que les chefs de village m'ont dit oui, mais non. Si tu veux une femme, tu prends quand même un homme. Donc au début on a commencé avec des hommes. Les 2 premières soigneuses qu'on a eues en 2017, elles ont dû rester 3 mois parce que les hommes, les maris, ils sont venus les réclamer. Parce que c'était pas possible, c'était pas concevable qu'une femme laisse ses enfants et aille travailler. Même si c'était la seule source de revenus de la famille, c'était pas acceptable. Et en fait, en 2020, il y a une retraitée divorcée qui est venue en me disant « J'ai plus de mari, j'ai plus de compte à rendre, mes enfants sont grands, je fais ce que je veux travailler. » Et elle appelait sa copine, qui a appelé sa copine, qui a appelé sa copine. Donc aujourd'hui, on est quasiment 50-50. C'est une autre approche parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément eu accès à l'école, qui savent pas ce que c'est que la protection environnementale, donc c'est beaucoup de travail en amont. Et c'est vrai que travailler, consacrer ses journées aux animaux, ça c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps. Les premiers travailleurs qu'on avait au camp, quand ils rentraient, surtout quand il rentrait en congé au village, tout le monde se moquait de lui. Parce que, quelle horreur, tu travailles en forêt, la forêt c'est sale, les animaux, mais ça se mange, pourquoi toi tu vas leur donner à manger, Il était un peu ridiculisé parce que les gens ne comprenaient pas en fait. Pourquoi cette blanche, elle vient s'installer en forêt et pourquoi elle donne à manger aux animaux alors que nous, on ne sait pas nourrir nos familles. On est dans une zone où il n'y a pas beaucoup d'informations. L'information environnementale, on est peut-être les premiers à faire ça dans notre territoire. On a organisé des patrouilles pour essayer de sensibiliser. Et pendant les 3 premières années, on n'a fait que ça, sensibiliser les gens en leur disant « Maintenant ici, c'est une zone protégée, on coupe plus les arbres ». Donc il a fallu travailler sur ça et expliquer en fait. On protège les singes, mais pas que. On va aussi protéger les forêts. Et si on protège les forêts, ça veut dire qu'on améliore aussi le quotidien de tout le monde. En fait, les vraies personnes qui ont changé leur regard sur les singes, ce sont les travailleurs, les vrais soigneurs. Mais les gens des villages voisins, eux, ils ont changé leur point de vue parce qu'on parle de la forêt. Les agriculteurs, ils nous disent ah oui, tu veux protéger la forêt, mais c'est bien parce qu'on voit qu'on ne peut plus cultiver comme avant, mais on ne comprend pas pourquoi. Quand on plante, ça pousse pas. Regarde la terre, elle est sèche, elle est dure, on n'a plus rien, et puis il y a les sécheresses, et pourquoi. Donc on a parlé de l'importance de l'arbre, l'importance des forêts. C'est comme ça en fait que, ah oui, d'accord, le regard a changé, et on travaille aujourd'hui avec 3 villages
qui ont accepté de faire des jardins-forêts pour cultiver autrement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de couper les arbres, ils vont choisir des arbres fertilitaires. Entre ces arbres fertilitaires, ils vont mettre des arbres fruitiers et ensuite faire un potager. J'ai 2 retours différents en fait. J'ai ceux qui me disent ah bah enfin tu vas faire ton projet avec ta vision, avec ton éthique, et d'autres qui me disent bon bah ça suffit quoi. T'as pas été payé pendant 10 ans, c'est bon, on revient, faire un vrai travail, retourne à la banque, notamment mon papa. Mais je dis non, je vais faire mon truc, au contraire. Enfin, je sais que je peux pas vivre sans les chimpanzés ni la forêt, là c'est sûr et certain. Et je sais pas si c'est parce que c'est l'Afrique, mais il y a une énergie hyper forte dans ces forêts-là. Et c'est après voilà, il y a beaucoup de cultures, tout ce qui est mystique et autres, et c'est vrai que c'est puissant en énergie, vraiment. Et je me dis que je verrai bien, et puis si ça capote, ça capote. Mon père m'a rejoint au Congo en 2017 ou 2018 pour m'aider dans des constructions au refuge Piwak. Et c'est vraiment là où il a pris conscience de ce que représentait mon amour, ma passion pour les animaux, mais il a aussi pris conscience en fait que c'était un métier. À l'époque, il y avait Célestin qui est toujours dans l'équipe. C'est un ancien forestier qui travaillait avec le chef de famille qui nous a vendu cette terre et qui est tout de suite venu me voir. Le premier jour, il m'a dit « Si vous vous installez ici, prenez-moi dans votre équipe. J'ai besoin de travailler, je vais vous aider, je suis forestier. » Et il est encore là aujourd'hui, s'occupe de la logistique. Il y avait Papa Bongalo, c'était un doyen de la forêt en fait, qui m'aidait pour faire à manger, aller chercher l'eau, aller couper le bois. Et à l'époque, bon encore aujourd'hui, mais au début, personne ne voulait me laisser toute seule en forêt. T'es blanche, t'es une femme, tu peux pas rester toute seule en forêt, c'est pas possible. Donc voilà, je suis avec ces personnes-là au début, et puis on commence les constructions, et voilà. Nous, on récupère des singes victimes de la main de l'homme pour les désimprégner, pour les réensauvager. Aujourd'hui, ils sont dans des enclos par espèce. On a des enclos chimpanzés, des enclos cercopithèques. Mais au début, je vis avec eux parce que des expats m'achètent un singe pour me faire plaisir. Ils n'ont pas compris ce que je leur avais expliqué, mais il ne faut pas acheter de singe. Donc ils m'offrent un singe, Kiki. Et donc au début, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Donc il est avec moi en forêt. Donc on arrive en forêt et on découvre ensemble les environs. Et après il est rejoint par Mouké et Joe. Et au début, on fait des balades en forêt tout le temps avec eux. Et quand le soir on revient au camp, directement ils vont nicher dans les arbres qui sont juste à côté de nos maisons en fait. Et c'est comme ça pendant 2 premières années. Au début, je voulais qu'on fasse quelques habitations humaines, mais je voulais que les singes restent en totale liberté. Malheureusement, c'est possible les premières années, mais quand les singes qu'on recueille deviennent grands et qu'ils commencent à se diriger vers la route, ça devient moins possible. Donc petit à petit, l'idée est venue de faire des enclos. Donc on prend par exemple 1 hectare de forêt et on va le sécuriser, on va construire tout autour. C'était pas mon plan initial, mais voilà, on est confronté à la réalité, donc on n'a pas le choix. Et c'est basique en fait, c'est des petites maisonnettes. Au début, il y avait une petite chambre en bambou, on a construit une petite maison en dur. Après, on a eu un autre financement, on a agrandi le dortoir. Et puis après, il y a un Français, Alexis, qui vivait à l'époque au Congo, qui vient me voir et qui me dit « Ouais, on m'a parlé de toi, tu vis en forêt avec des singes, mais c'est quoi ce délire? Est-ce que je peux venir ?» Donc il vient... Et il dit c'est génial ce que tu fais, mais il te faut de l'électricité. Et moi têtu, je dis bon non c'est bon, j'ai jamais eu d'électricité avant, j'ai ma frontale, t'inquiète pas, on va s'en sortir. Il me dit non. Et il sort de la forêt, il monte une collecte en ligne, il récolte 3 ou 4 000 euros et il revient avec les panneaux. Il me dit bon je te mets l'électricité. Et d'un coup je vois la lumière. Je me dis merde. Il y a la lumière en forêt. Et je me mets à pleurer comme pas possible parce qu'en fait j'en voulais pas et en fait je me dis c'est génial quoi. J'ai jamais eu l'électricité dans les projets où j'étais avant et là on a ça, donc c'est une autre dimension en fait qui se met en place, c'est chouette. Merci Alexis.
Moi, je ne trouve pas que les conditions de vie soient difficiles. Mais j'ai mes parents qui sont venus me voir, j'ai de temps en temps des vétérinaires internationaux qui viennent, des journalistes qui viennent. Et tous me disent, à bout de quelques heures, mais comment tu fais ? Pourquoi tu restes ? Donc, d'après eux, c'est sûr que c'est difficile parce que c'est un autre monde. Il n'y a pas de confort. Hein. Là, on a des super chaises, on a une super lumière. Il fait bon, il fait chaud. Non, quand on construit un camp, on s'assoit soit par terre sur un bout de planche qu'on met. L'eau qu'on boit, il faut aller la chercher. Quand on prépare quelque chose, c'est pas comme en France où on fait chauffer un plat en 5 minutes. Il faut aller chercher son bois, il faut que son bois soit sec pour cuisiner, et puis ça prend des heures et des heures. Enfin, c'est d'autres conditions. On est confronté aux maladies tropicales. Là-bas, on est protégé de rien en fait. Hein. On a la malaria, on a le chikungunya, on a le Zika, il y a la dengue, il y a le choléra, il y a Ebola, il y a la variole du singe. Enfin voilà, c'est cadeau. C'est un super package. Et oui, puis on a aussi des petits insectes qui s'appellent les fourrous. Donc moi, par chance, je réagis bien à ces insectes. Mais il y a énormément de journalistes qui viennent et qui enflent et qui ont des démangeaisons de dingue la nuit. Enfin, pour eux, c'est la survie. On mange local. Ça, c'est... Il y a 20 ans, j'adorais la nourriture locale. Aujourd'hui, j'en peux plus. Concrètement, on est dans une zone où il y a 2 ou 3 ingrédients. Le riz, le manioc, les feuilles de manioc et des haricots. Donc on mange ça en fait tous les jours. Et on a un cuisinier qui prépare pour toute l'équipe. On n'a pas de frigo, du coup c'est la même grosse marmite midi et soir. Et c'est vrai que c'est bon, hein, mais au bout de 20 ans à manger que ça, moi c'est vrai que je sature un petit peu. Mais voilà, on mange local et puis on s'adapte en fait. En termes de météo, du coup, on a 2 saisons. On a la saison sèche qui est de mai à octobre et saison des pluies octobre à mai. Moi, je préfère la saison des pluies. Alors, il fait extrêmement chaud. Il fait à peu près 38-40 degrés. Il fait 99-100% d'humidité. C'est lourd, mais c'est là où la végétation est la plus magique, en fait. On a des couleurs à tomber par terre et il y a une fructification telle que tous les animaux sont heureux de manger de partout. Saison sèche, c'est notre hiver. Donc le ciel est bas, blanc, aucun soleil pendant 6 mois. C'est pour ça que je suis pas très bronzée. Et là, l'avantage, c'est que les routes sont accessibles. Donc c'est les périodes où on va construire, on va agrandir le centre. Mais c'est aussi pour moi aussi une période dure à vivre parce que c'est là où ça tronçonne du matin au soir et où il y a les incendies. Moi, perso, je préfère la saison des pluies. Même si c'est difficile, c'est pas accessible, il pleut toujours. On lave les vêtements et il faut s'habituer à les remettre humides. En fait, ça sèche jamais vraiment, quoi. Puis il y a des insectes de partout, enfin voilà. On a aussi des mygales, on a des scorpions. Je pense qu'on m'entend crier en Angola. Après, moi, ce qui me fait plus peur, clairement, c'est le moustique. Hein, parce que les malarias, ça peut être mortel. Hein. Si on fait une malaria cérébrale, là, c'est compliqué. En général, on dit qu'il faut avoir les manches longues. Mais bon, quand il fait 40 degrés, c'est difficile. On a mis des moustiquaires sur toutes les fenêtres, mais on est dehors à partir de 5h du matin. Donc on fait comme on peut. Après, on a les tests rapides à la clinique et puis on se soigne. Et si c'est compliqué, c'est encore pas arrivé, mais si c'est compliqué, on évacue. Mais il faut faire attention aux serpents. On a eu 3 mambas verts, c'est des serpents un peu venimeux. Mais on en a eu 3 l'année dernière qui sont venus se reproduire. On les a mesurés, c'était à 5 mètres de long. C'est un truc de fou. Au début, le réflexe des soigneurs, c'était de sortir la machette. Donc ça a été interdit parce que même si on protège les singes, on ne tue pas les serpents. On ne fait pas de sélection animale. Aujourd'hui, quand il y a un serpent, c'est tout le monde sort le téléphone ou les jumelles. Donc ça, pour moi, c'est un énorme progrès. Parce que même si les gens ont quand même peur, il y a ce respect qui s'est installé. Ah bon, on va le laisser, il passe à Piwak. On fait rien. J'ai juste un qui s'est fait mordre par un serpent. Moi, alors, il était plus détendu que moi. Madame, j'ai été mordu par un serpent. Vite, il faut vous sortir du camp, il faut vous envoyer au dispensaire. Ah non, c'est bon, j'ai mis des plantes traditionnelles,
Mais je le croyais pas en fait, donc j'ai ouvert son bandage et j'ai en effet vu les 2 trous des crocs. J'étais en sueur quoi, enfin j'étais mal. Et il me dit ah non mais c'est pas la première fois, y a pas de problème. Ok. Il me dit si vous voulez je rentre à la maison mais je vais pas au dispensaire. Hein. Donc, je l'ai quand même envoyé au dispensaire mais il n'y est pas allé. Il est rentré chez lui, il a fait son congé et puis il est revenu après. On a 20 personnes qui travaillent au refuge actuellement. Quand on est au centre, on n'a pas de jour de repos, comme les singes. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de Noël. Quand on est au terrain, quand on est au site, voilà, on est axé singe, quoi. Il n'y a rien d'autre qui compte. Je peux décrire une journée type d'un soigneur. Par exemple, les mamans qui s'occupent des bébés cercopithèques. Au Congo, c'est comme ça qu'on dit en fait. Une femme, c'est plus une maman, un papa, c'est un papa. Elles vont se lever à 5h pour être vers les nids à 5h15. Et à 5h30, les petits vont commencer à bouger. Donc on est là au réveil. Si on reste sur les cercopithèques, les bébés en tout cas, les mamans se séparent. Il y a une maman le matin, une maman l'après-midi. Et en fait, leur rôle, c'est de surveiller, de noter le comportement, de faire les petits biberons, parce qu'ils ont encore besoin de petits biberons, et de signaler quand les singes sont malades. Donc il y a les soigneurs, comme les mamans de substitution, il y a Blanchard qui est le chef d'équipe, donc lui il s'occupe de tous les soigneurs, il fait en sorte que tout le monde fasse bien son travail, il va aussi préparer le repas de tous les petits, sauf les biberons des bébés chimpanzés ou des bébés cercos. Et en fait, voilà, ils vont assurer le nourrissage et puis le comportement et nettoyer les enclos si besoin. Les enclos, c'est pour les chimpanzés, c'est des grandes barrières en fait autour de la forêt. Donc c'est à entretenir parce qu'il faut pas que les arbres tombent sur les fils, par exemple. Donc on fait attention à ce que tout soit en ordre. Quand les singes se couchent vers 17h30, 18h, nous on rentre au camp, on va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, on va préparer la journée du lendemain, on fait un point. Parce que du coup, il faut voir si tous les singes sont en bonne santé. Donc chaque soigneur va faire le rapport de sa journée, mais il faut aussi voir si les soigneurs sont bien. Parce qu'un soigneur malade est un soigneur qui peut contaminer un singe. Donc on passe en revue chaque soigneur. On parle singe aussi, parce que du coup, c'est hyper important que les soigneurs apprennent à parler singe. Donc on mélange tout ça. Le rire du chimpanzé, par exemple. Quand les mamans vont commencer à jouer avec les bébés chimpanzés, ou les plus grands, parce que les grands restent des enfants mentalement, clairement. Donc on joue toujours avec eux et le premier réflexe que les mamans ou les soigneurs avaient, c'était « Oh, le petit », et de parler comme des humains. Je leur disais « Non, quand on joue avec un chimpanzé, on est chimpanzé dans sa tête. Donc quand on joue avec un chimpanzé et qu'on veut le faire rire, c'est vraiment important d'adapter notre communication à celle des singes pour qu'on soit mieux compris. Quand on part en forêt et qu'on accompagne les petits cercopithèques ou qu'on les appelle, et c'est comme ça qu'on communique. Et c'est important parce que les soigneurs, quand ils font un rapport le soir, ils vont dire lui là il a parlé avec ce singe mais j'ai pas compris, il a fait quoi? Donc ils vont mimer, là il a ouvert les yeux donc ça veut dire qu'il était fâché, mais là du coup il a fait cette vocalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on va parler de tout ça et c'est marrant parce qu'en fait les nouveaux travailleurs qui arrivent, ils sont tout gênés, ils se disent mais j'ai pas envie d'apprendre à parler cette langue. Et puis en fait le soir quand ils sont au coin du feu et que moi je suis sur l'ordinateur à bosser, je les entends rire et puis ils imitent les singes. C'est un autre univers quoi. Il y a des périodes où je vais être enfermée au bureau à chercher des fonds. Donc ça c'est pas drôle, mais je suis derrière mon ordinateur du matin au soir, je m'enferme, je déteste ça mais on n'a pas le choix. Et donc moi j'ai beaucoup de logistique, je vais m'assurer que tout le monde fasse bien son travail, je vais voir mes petits, j'adore faire des photos donc j'essaie d'en faire un max. Et après on a aussi des ateliers de sensibilisation qu'on fait avec les villages, donc il faut mettre tout ça en place. On a aussi le programme de suivi de faune sauvage, donc il faut aller poser les caméras trappes, relever les caméras trappes, traiter toutes les données recueillies. Et on a aussi des programmes de reboisement, donc il faut s'assurer que tout fonctionne bien. Le camp, c'est le respect de la biodiversité. Donc ça veut dire que si on veut écouter de la musique, on met des écouteurs. On met pas de la musique à fond, on va pas déranger les animaux qui vivent ou qui dorment. On est vraiment tous dans le calme.
Mais après, je sais que l'équipe, une fois en congé, ils sont tous en train de faire la fête pour récupérer les jours de fête manqués. On fait des repas de fête quand il y a des choses à fêter. Le staff, le soir, c'est pas mal de jeux de cartes. Après, en général, moi, j'avoue que c'est le soir où je suis pas dérangée par des appels téléphoniques ou autres, et c'est là où je vais pouvoir bosser sur d'autres projets. Moi, je vis tout le temps au centre. Après, le staff, en général, c'est des sessions de 2 à 3 mois, à cause du protocole sanitaire qui fait qu'on protège les singes au maximum des maladies humaines. Et ensuite, le staff, après ces 2 ou 3 mois de poste, rentre 3 semaines, 1 mois en congé et revient après. Moi, là, ça faisait 1 an que j'étais pas sortie de forêt. Et c'est les soigneurs qui me disent, là, Amandine, tu dois partir te reposer, quoi. Va en France, va chercher de l'argent, reviens après en forme. Mais je suis jamais sereine parce que c'est comme mes enfants, en fait. C'est ma deuxième famille et j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose, surtout là en saison sèche. Et je me sens seule parce que même si on est une équipe soudée, je pense que je suis un peu toute seule à stresser. Est-ce que je vais réussir? Parce que, vraiment, moi, la promesse que j'ai faite à mes petits, c'est de les remettre en liberté. Et le gros point d'interrogation tous les jours, c'est est-ce que je vais y arriver? Merci d'avoir écouté ce 2e épisode de la saison de Destin consacré à Amandine Renaud. Destin est un podcast énergie imaginé par Sarah Conan, rédaction en chef et interview Anaïs Kopman, assistante éditoriale Marie Carrette, production Anne-Cécile Kiry, réalisation Cédric Ledoré. À très vite pour un nouvel épisode.